tous les journalistes sont là, les télévisions, les radios, conférences de presse, et puis échanges entre le président de l'Ukraine, le président des États-Unis, le vice-président des États-Unis, et puis Marco Rubio aussi, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et voici un petit extrait de ce qu'on entend. Écoutez. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You're gambling with World War III. What do you You're think about? gambling with What do you World think War III. Alors voilà, c'est Trump qui s'adresse à Zelensky, qui dit c'est pas à vous de dire ce que les Américains vont ressentir, parce que Zelensky venait de dire oui, mais vous savez, vous croyez que vous avez un océan qui vous protège, mais la guerre, elle vous protège pas. La guerre un jour arrivera chez vous. Et là, Trump réagit en disant c'est pas vous qui avez les cartes, c'est vous êtes en train de jouer avec la Troisième Guerre mondiale. Vous êtes en train de jouer, dit-il à Zelensky, avec la Troisième Guerre mondiale. Nicolas Conquer, vous êtes porte-parole de Republican Overseas. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, évidemment, vous êtes Republicans Overseas, vous n'êtes pas un anti-Trump primaire. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que, au-delà de la théâtralité, au-delà du spectacle, quelque chose s'est passé. À votre avis, quoi? Alors, en soi, on n'est pas dans un débat, ni dans un clash. On est dans des rencontres et des relations bilatérales qui sont censées se dérouler avec une certaine forme de protocole. Effectivement, vous l'avez dit, c'est inédit, on n'a jamais vu ça, parce que Volodymyr Zelensky a perdu complètement les pédales. Il n'a pas su se tenir dans le bureau ovale, à la Maison Blanche, tant sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire que il vient dans une optique de pouvoir sceller un contrat sur des terres rares avec Donald Trump. Le contrat est prêt. C'était ça qui était prévu. Absolument. Absolument. Et c'était le prémisse en ce qu'elle allait pouvoir aboutir à un processus de négociation vers la paix. Et il a cherché à faire capoter entièrement ce processus qui était initié plusieurs semaines au préalable. Et donc, on le voit tant dans la manière dont son dédain, dans la tenue d'une paire, mais on va pas se limiter juste au décor, Oui. l'habit ne fait pas le moine. Mais derrière, c'est la manière dont il a eu à tenser J.D. Vance et Donald Trump, à parler au-dessus d'eux, à leur couper la parole et à justement brandir des menaces sur un conflit qui pourrait se délocaliser sur les États-Unis. C'est vraiment une atteinte forte. Et de vouloir donner des leçons de géopolitique à Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est nul et non avenu. C'est pas des choses à faire lorsqu'on est en train de venir attendre un soutien de la première puissance militaire, économique et ceux qui ont soutenu l'effort de défense des Ukrainiens dès la première heure. Donc en soi, il a vraiment fait, il a cherché à s'aborder son propre processus de paix. Oui, mais alors, on comprend pas. Alors, Nicolas Conquer, effectivement, on sait, il s'était rencontré avec Lavrov et Rubio, enfin, les Américains, les Russes s'étaient rencontrés déjà en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, bien sûr. Et est-ce que, franchement, parce que c'est ça qu'on comprend pas, en fait, tout le monde disait d'ailleurs que Zelensky venait vendredi aux États-Unis pour rencontrer Trump et signer, enfin, en principe, un accord sur les terres rares qu'on disait. Alors, juste quand même, en quoi consistait cet accord exactement? Alors, l'accord consiste à avoir une espèce de dédommagement, une indemnisation pour toute l'aide militaire Vous voulez apportée dire, à on a l'Ukraine. donné 200 milliards et on veut un dédommagement. Et donc, disent les on Américains. va Oui. venir exploiter et partager les revenus de ces terres avec les minéraux qu'il y a en Ukraine. Sachant qu'une partie de ces terres sont en territoire conquis par les Russes. Mais ça, c'est une autre Donbass, histoire. Notamment. Donc, ce que ça suppose, c'est que désormais, les Américains vont installer des entreprises en Ukraine, vont exploiter et vont partager le fruit de ces terres. Et donc, d'une certaine manière, c'est un engagement sur la sécurité, sur la durée pour l'Ukraine. Donc, c'est une garantie. Et donc, il y avait déjà cet accord, on l'avait annoncé en amont de la visite de Zelensky, était prêt et il y avait déjà eu l'accord de Zelensky. Moi-même, et comme tous les républicains et Donald Trump, s'attendaient à ce que ça puisse être signé. À l'issue de ces discussions dans le bureau ovale, se tenait le livre d'or, si vous voulez, ou le contrat prêt et quelque chose de festif pour sceller cet accord. Et d'autant plus, pardon, je vous interromps, Nicolas Conquer, d'autant plus que c'était quand même une protection quelque part pour l'Ukraine, parce qu'à partir du moment où si les Américains sont installés dans une entreprise américaine exploitant le terrain en Ukraine, les Russes vont pas attaquer de la même façon, effectivement, s'il y a des entreprises américaines en Ukraine. Mais de facto, c'est un gage de sécurité sur la durée, parce qu'il y a des intérêts, il y a une capacité de dissuasion forte des Américains qui ont leur intérêt, et ça montre également une volonté de pouvoir garantir une paix durable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui fait que Zelensky, qui était évidemment, a fait ça quoi? Encourager, c'est pas quand même.
même s'il est ce qu'il est, chacun est ce qu'il est. Mais c'est pas un coup d'humeur comme ça qui est arrivé comme ça. Ça paraît étrange. Non, tout à fait, ça paraît étrange. On n'ose pas imaginer qu'il ait pu être animé par des opposants à Trump pour essayer de saper ce but qui est le sien. Donald Trump en a fait une promesse et une priorité de sa campagne, et on voit qu'il met ça, il déploie beaucoup d'énergie pour y aboutir. L'enjeu, c'est que Volodymyr Zelensky est arrivé à la table des négociations avec des revendications qui n'étaient pas celles qu'il avait au préalable. Il demandait, d'une part, il voulait plus de concessions territoriales, il demandait à ce qu'il obtienne des réparations de la Russie qui se chiffrent à 300 milliards de dollars, et il montrait d'autant plus qu'il avait une défiance vis-à-vis de l'effort de négociation et de diplomatie mis en place par les Américains. Ouais. Donc il n'arrive pas dans... Est-ce qu'il demandait des troupes américaines en plus? Non. Il lui demandait, ça venait dans une certaine forme de garantir la sécurité alors qu'il est en guerre à l'heure actuelle. Donc comment est-ce que vous voulez obtenir une sécurisation d'une zone dans laquelle vous n'avez pas encore d'accord de cessez-le-feu? Donc c'était des choses tout à fait irréalistes, invraisemblables. Et alors comment on explique, enfin, comment en Amérique on explique ça? C'est pas comment on explique, mais c'est surtout là par rapport à l'extrait que vous avez monté, on est vraiment dans le point de bascule de cette discussion, mais qui s'étalait déjà depuis plus de 40 minutes, sur lesquelles on avait déjà une tension qui s'escaladait. On le voyait que Volodymyr Zelensky il parlait beaucoup, il tenait le crachoir littéralement pendant cet entretien, et Donald Trump, parmi certaines de ses interventions, avait félicité le courage, la bravoure des Ukrainiens, la capacité, il célébrait Zelensky comme meneur d'hommes, mais on voit bien qu'il y a une différence entre la fait de pouvoir assurer la résistance de son pays par rapport à la capacité à sortir d'un conflit dans lequel la seule issue est une guerre qui va s'éterniser et se prolonger sur des années et des années, et même sur le dos et sur le corps qui hélas des Ukrainiens qui sont Il faut rappeler 1 million de morts et de blessés, hein. Il faut rappeler ça. Et Zelensky était le seul, en venant à la Maison-Blanche, à l'initiative de Donald Trump, de pouvoir assurer ce traité de paix et pouvoir mettre un terme à cette boucherie. Est-il exact, juste d'après les informations que vous avez, Nicolas Conquer, que Donald Trump ne voulait pas le rencontrer tout de suite, enfin, il estimait que c'était pas encore prêt pour cela, et qu'on lui a dit mais non, ce serait bien, Zelensky est prêt, etc. Alors en avance de phase, on sait d'ailleurs que c'est Emmanuel Macron qui a été un artisan de cette rencontre-là. Ouais. En soi, ça s'intègre dans un processus. On a dit le secrétaire de commerce, à la suite de la rencontre en Arabie Saoudite, s'était rendu en Ukraine. Donc il y a des choses qui étaient engagées avec l'administration Trump et l'équipe de Zelensky. Maintenant, à la suite de cette discussion qui a été plus que houleuse, on l'a dit, c'est sans précédent, Donald Trump a admis que oui, on pourra reprendre les discussions quand Zelensky sera prêt à parler de paix. Là, en l'état actuel, il n'est pas apte, il n'est pas prêt. Et en l'occurrence, ceux sur qui ça pèse, c'est le peuple ukrainien et ses militaires qui sont en première ligne et qui sont victimes de ce comportement qui n'était pas fructueux. Et donc, en soi, on l'a vu, le volte-face de Zelensky s'est fait de manière assez rapide. On l'a vu, ça a été rapporté par la BBC. Il dit, désormais, c'était hier soir, donc à peine 48 heures après cette discussion assez chahuteuse, chaotique, Volodymyr Zelensky reconnaît auprès de la BBC qu'il serait prêt à signer cet accord sur les terres rares et sur les minéraux, de manière à ce qu'on puisse réengager le processus de paix. Ce que je salue évidemment, mais il n'y a pas lieu de faire perdre du temps ni à Donald Trump, ni aux Ukrainiens et aux Russes qui sont dans une guerre fratricide. Il y a une nécessité de mettre un terme à ce conflit au plus vite. Ouais, parce que ce qui est quand même assez, je dirais, terrifiant, parce qu'il y a le prix des vies et des blessés, comme vous dites, c'est qu'en 48 heures, Zelensky change, après avoir eu ce clash quand même, qui n'est pas une mince affaire, il dit « Ah non, je suis prêt à négocier ». Vous pensez que ça peut donc, ceci, se réenclencher assez vite ? Je pense qu'il y a une nécessité pour le réenclencher. Il s'agit d'être dans les bonnes dispositions. Par ailleurs, et c'est important de le mentionner, il y a différentes personnes qui sont des grands soutiens et des fervents soutiens de l'Ukraine et de Zelensky, dans la personne de sénateur républicain Lindsey Graham. Oui, il est allé 9 fois en Ukraine depuis le lancement du conflit. C'est celui qui a été un des plus véhéments ardents défenseurs pour voter des aides militaires et des budgets supplémentaires. Et là, il a dit, en fait, Zelensky a montré qu'il n'était pas dans des dispositions pour la paix et qu'il soutenait même qu'il se
le destitue ou qu'il démissionne, parce que c'est pas favorable. Et donc différentes personnes s'élèvent. En soi, c'est pas tant qu'il faille le destituer, il faut qu'il soit en mesure de pouvoir aboutir à ce processus de paix. C'est ce dont tout le monde veut. Et même lui, il le déclare, Zelensky, dans ses tweets, vous le lisez actuellement, il admet qu'il est pour la paix, mais dans ce cas, il faut aller au-delà des paroles, il faut que ça se traduise en actes et qu'on arrive à signer ce deal dont il a été question hier, je le rappelle. Donc il y a ce volte-face qui est en train de se faire. Il a peut-être entendu raison. Et d'ailleurs, s'il y a une image qu'il faut retenir de ce que vous dites, le clash à la Maison-Blanche, c'est l'image, l'expression consternée de l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis, qui a la main dans sa tête. Elle est effondrée de voir à quel point Zelensky était en train de saborder cet effort de paix. Elle le voit, il murmure un juron en plein bureau ovale. Donc est-ce que c'est à l'attention du vice-président? Je vais pas le reprendre, mais elle dit juste qu'il n'est pas en train d'aboutir à tous ces efforts qui ont été menés. Il aurait dit, je dis ça au conditionnel, il aurait dit, mais on ne sait pas à l'intention de qui, espèce de pute, enfin l'équivalent de pute en ukrainien. Vous reconnaîtrez que c'est pas forcément propice au dialogue diplomatique et au respect du protocole. Donc voilà, moi je veux pas juger sur la tenue de qui que ce soit, mais je dis que c'est pas des conditions favorables à ce que mette en place un accord qui puisse aboutir à la fin d'une guerre qui n'a que trop duré. Ça fait plus de 3 ans qu'on est là et c'est pas le moment de s'aborder ces efforts de négociation. Alors, dernière question, Nicolas Conquer, on va en parler après avec Vincenzo Sofo, mais en même temps, c'est le cas de le dire, et sans prendre le langage d'Emmanuel Macron, en même temps, vous avez vu le sommet européen, l'Europe se mobilise, Ursula von der Leyen dit qu'il faut renforcer le potentiel militaire de façon absolument drastique. Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, dit que nous rapprochons, le front se rapproche de nous au fur et à mesure. Donc on entend d'un côté allez, il faut vraiment se battre, il faut arriver à un accord. Et de l'autre côté, oui, attention, pas n'importe quel accord. Il faut pas laisser Poutine envahir tout cela. Et nous allons nous mobiliser. C'est perçu comment cette espèce de mobilisation de l'Europe au moment même où il y a eu cette première confrontation à Washington. Je vois surtout qu'on a des dirigeants européens et des ministres des Affaires étrangères qui agitent les peurs, qui disent que cette ligne de front va se rapprocher. Les Russes n'ont pas pris Odessa, donc on peut se féliciter de cette résistance ukrainienne. Mais encore une fois, rappelons que si jamais les Russes venaient à s'en prendre à un des pays de l'OTAN, on déclencherait l'article 5, et là ça mobiliserait ça mettrait une attrition phénoménale aux Russes. Donc pour moi, je ne vais pas présager de quoi que ce soit, mais en l'occurrence, on voit que les Russes, eux, sont dans des dispositions favorables au processus de paix, et j'entends d'autres dirigeants européens qui sont plus dans des attitudes de va-t-en-guerre, bellicistes, et qui sont sur le point de compromettre ça, et encore une fois, sur le dos, et ça va se payer par le prix du sang des Ukrainiens. Donc à l'heure actuelle, il faut, et beaucoup des gens sensés, peut-être pas de manière publique, admettront que ces territoires sont perdus et que l'enjeu c'est de maintenir et de jouer au plus vite, parce que là dans la phase actuelle c'est Vladimir Poutine et la Russie qui est en train de grappiller du terrain, donc il y a une nécessité de pouvoir aboutir à un deal de paix rapidement plutôt que de les laisser grappiller du terrain ou de prévoir que dans 1 an l'économie russe sera exsangue. On l'a déjà entendu ça, des ministres de l'économie dire qu'en 48 heures il ferait ployer le géant russe. Ça ne s'est pas produit, ils se sont trompés sur tout. Désormais c'est la paix qui doit primer et tout le monde devrait s'efforcer, quand bien même il y a des concessions à effectuer. La paix doit prendre de part et d'autre. Bien sûr. Merci Nicolas Conquer. Écoutez, on va suivre les éléments. Tout cela se déroule très très vite et nous allons le suivre, y compris avec vous. Merci.